On est un pays, malheureusement, pas suffisamment bien structuré. On fonctionne en association sportive pour la plupart du temps. On a des galères de créneaux. On partage des gymnases municipaux avec des multitudes de sports. Vraiment un avant et après. Et, enfin, on voyait que Wemby était bien meilleur en 5 tout seul. Quoi. Tout seul, avec un Gershon qui est plus porté sur l'extérieur et qui peut jouer face-up, etc. Quoi. Ils ont des profils physiques, on le sait tous. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est en général, c'est longiligne et super athlétique. Là-bas, je crois que le nanisme est établi autour d'1m98, 2 mètres. Casse au patron, l'ancien désormais patron, Nando De Colo, pour sa dernière, qui vit des JO très compliqués. Malgré la défaite, on va dire que ça se finit bien quand même. You know, it's I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. This is absolutely crazy. And you know, to be standing here and sitting in court with you guys, my teammates behind me, and appreciating all this, you know, the journey that we've been on. You know, we've been through our ups and been through our downs. And I think the most important part is that we all stay together throughout. Hype is back, on est content de vous retrouver, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de basket ensemble. On revient pour une nouvelle saison avec un nouveau format. Vous êtes en train de découvrir un petit peu l'environnement, tout a changé. On va essayer chaque semaine de parler de basket et de sa culture. On va essayer de mettre aussi en avant les acteurs du basket, que ce soit les éducateurs, que ce soit les développeurs sur le plan marketing et également les joueurs, les anciens joueurs. On va essayer d'avoir un petit peu tout ça autour de cette nouvelle table, nouvelle déco. Mais pas nouveau consultant, parce qu'on a un gars qui va nous accompagner pendant toute cette saison. C'est ça. Paul, comment vas-tu, Paul ? Eh ben, écoute, ça va très bien. J'espère que vous aussi, prêts pour cette nouvelle saison, avec beaucoup d'entrain, comme d'habitude, ce qui nous caractérise. Ouais. Ça va, t'es bien installé là ? On est plutôt pas mal. On est pas mal ici. On est bien reçus, c'est très bien, c'est formidable. Bon, changement de ton. Hein. Nous, on va essayer de se positionner aussi un petit peu. On va essayer de vous expliquer un peu comment on voit le basket. Parler aussi tactique, parce que c'est vrai qu'on le fait peu. Et mettre en avant un petit peu les sujets hype qu'on a l'habitude de faire chaque semaine. Un homme qui est aussi passé par le média hype il y a quelques semaines. Déjà, il est très très bouquet, donc on a du mal à l'attraper. François Niam, agent sportif. Agent de basket joueur. Ou agent de joueur. À vrai dire, j'ai 3 licences, la NBA, la FFBB et le football, donc petite info. D'où le schedule complètement full, quoi. Ouais, on est beaucoup sollicité par Mons et par vous. Ok. Consultant aussi. Consultant télé, pour ceux qui suivent les programmes télé, notamment Africa. Sur la NBA. Exactement. On peut te voir et suivre tes analyses tranchées. Il paraît que j'ai pas ma langue dans ma poche. Bon, écoute, t'es là pour ça. On est content de t'avoir une nouvelle fois. On a pas mal de choses à se dire. C'est pas mal de choses cet été. Il faut qu'on revienne dessus avant de se projeter sur la suite, sur le présent et la suite de plusieurs saisons, parce qu'on va essayer d'aller sur plusieurs continents cette année. On l'a dit. Les Jeux. C'était à Paris, c'était il y a quelques semaines, ça passe vite, on est en automne là maintenant. Ça a plutôt bien performé au niveau du résultat pour l'équipe de France. Est-ce que vous étiez d'ailleurs, même Paul, est-ce que vous étiez à Paris, est-ce que vous avez suivi un peu l'épopée de l'équipe de France ? Moi, je suis rentré pour ça, j'étais aux USA, pour le process de la draft et la Summer League, et je suis rentré donc à Paris pour les Jeux. Ouais. Et en toute honnêteté, je suis rentré en me disant que ça va être un bordel, un merdier, mal organisé et tout, et j'étais très agréablement surpris par déjà l'organisation des Jeux, par le fait que c'était super fluide, et évidemment par les performances de nos différents athlètes en France. Basket, si on centre basket, on a eu quand même 2 salles, 2 ambiances. La phase de poule très difficile du côté de Lille, moi j'y étais, j'ai vu quelques matchs. On peut aussi dire que c'est des Jeux, on peut aussi dire que c'est à Paris et qu'il faut appréhender l'événement et qu'on sortait aussi d'une Coupe du Monde 2023 Qatar, donc il fallait quand même retrouver quelques certitudes. Compliqué cette première phase, la deuxième avec des ajustements et justement peut-être l'arrivée à Paris et le soutien du public parisien. Paul, ça a été différent, non ? C'est vrai que c'était le jour et la nuit, de toute façon, entre ce qu'on a vu à Lille. Alors, il y a eu le déclic, la défaite contre l'Allemagne, la fameuse embrouille Fournier-Suita. Enfin, on a déjà beaucoup parlé de ça. Ouais. Et c'est vrai qu'à Bercy, ils étaient métamorphosés, quoi. Enfin, on a vu notamment Isaiah Cordinier qui commençait déjà à monter en puissance lors de la fin des matchs de poule et puis Gershon.
Gershon Yabusele, et puis jusqu'à la finale, la fameuse finale, le nouveau crève-cœur face à nos meilleurs ennemis. Ouais, bah ça a été, c'est vrai, assez particulier. Moi, je voudrais qu'on parle quand même l'ambiance ok, Paris ok, un peu technique ou on va dire presque tactique. Qu'est-ce qui a pêché, si on revient sur la première phase, qui a été réglé en deuxième? Moi, j'ai une réponse. Bon, elle est déjà dans les choix tactiques du coach, fort quand même, parce que quand Rudy Gobert, qui est 4 fois meilleur défenseur de l'année en NBA, ne starte plus et a très peu de temps de jeu, on le savait blessé, mais bon, il est quand même sur la feuille de match. Donc s'il est sur la feuille de match, il peut quand même rendre service. Et ça n'a pas été le cas. Aussi le positionnement peut-être de Wemby, qui était quand même très porté sur l'extérieur et qui dans la deuxième phase arrive quand même à avoir des ballons un peu plus proches du cercle dans un jeu plus académique en mode FIBA, et je trouve qu'avec ces ajustements on est déjà un peu dans quelque chose qui fait progresser l'équipe. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi je pense que pour ma part la titularisation déjà de Gershon Yabusele, pour moi c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qui a été le facteur X, on l'a vu pas seulement sur la finale mais sur plusieurs matchs. Et puis voilà, responsabiliser d'autres mecs. Pour moi, c'est difficile de jouer avec les deux Twin Towers, là. Ça aurait été compliqué. Pour toi, ça marche pas les deux, là. Bah, j'étais pas convaincu déjà avant. Pendant, évidemment, je pense avoir eu confirmation que ça fonctionnait pas. C'est comme à l'époque où on parlait d'un potentiel Embiid en équipe de France. Je me dis, ils vont faire comment avec les 3 mecs? Du coup, il va y avoir des mecs sur le banc, mais il y aura des mecs à gérer. Enfin, c'est pas possible. Bon, finalement, Embiid est parti chez les USA, mais c'est à mon avis, c'était pas compatible les deux tours. Ok, Paul. Oui, bah clairement, il y a eu vraiment un avant et après, et on voyait que Wemby était bien meilleur en 5 tout seul. Tout seul, ouais. Avec un Gershon qui est plus porté sur l'extérieur et qui peut jouer face-up, etc. quoi. Et c'est vrai que la titularisation de Gershon a beaucoup changé, comme Cordinier, j'en parlais avant. Il y a Evan qui nous a sorti des shoots incroyables aussi, et puis aussi dédicace au patron, l'ancien désormais patron Nando De Colo, pour sa dernière, qui vit des JO très compliqués, et puis en finale, qui nous sort vraiment une belle finale. Donc c'était aussi des beaux adieux, je trouve, pour lui et pour Nicolas Batum également, qui est irréprochable encore une fois sur cette compète. Donc malgré la défaite, on va dire que ça se finit bien quand même. On a lancé quand même ce tournoi comme l'un des plus grands tournois de l'histoire. J'ai entendu, j'ai lu. Ah ouais, bah alors. J'ai entendu et j'ai lu. Sur quels critères? Je ne sais pas, j'ai entendu, j'ai lu. Alors visuellement, ouais. Les sites à Paris, ils seront intouchables. Le jeu. On parle du jeu, juste du jeu. Juste du jeu. Je sais pas. C'est toujours difficile de comparer les époques. Après, tout le monde va dire 92, la Dream Team. Est-ce qu'on les annonçait comme les Avengers, les Américains? C'est surtout ça qui a été mis en avant. Non, ça parlait de densité, en fait. C'est-à-dire que là, avec la représentativité des joueurs non-américains qui jouent en NBA, je crois qu'on était à l'époque de la Dream Team, il y avait 9 joueurs, là c'est 160. On s'attendait à ce qu'il y ait une vraie opposition. D'ailleurs, il y a eu sur certains matchs. Est-ce que vous avez pensé vraiment que ce tournoi était un tournoi supérieur par rapport à d'autres éditions des jeux? Supérieur en termes de niveau, je sais pas, une fois de plus. Plus homogène et on va dire avec plus ouvert, oui, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça fait forcément de ce tournoi un tournoi supérieur en termes de niveau? Ça, je sais pas. Le fait qu'il y ait effectivement un tiers des joueurs NBA qui viennent de partout ailleurs dans le monde, du Brésil, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Europe, ça rend forcément les autres équipes nationales plus fortes. Okay. C'est automatique. Ils jouent avec les mecs en club, ils reviennent sur des règles FIBA pour lesquelles ils ont l'habitude de jouer, à l'inverse des Américains qui sont pas forcément familiers avec ces règles-là. Donc ça s'est rééquilibré. Après, est-ce que la performance était meilleure dans l'absolu? Je sais pas. C'est difficile à dire, mais bon, il y a quand même un nouvel ordre mondial. Enfin, on voit la montée en puissance de l'Allemagne, championne du monde. Enfin, le Canada qui avait été énorme aux mondiaux. Les Français se sont bien vengés d'eux cette fois. Il y a toujours l'Australie. Il y a quand même des places fortes, de plus en plus fortes. Et puis la Serbie, évidemment, qui aurait battu 8 fois sur 10 les États-Unis en demi-finale. Mais 8 fois sur 10, si Steph Curry n'était pas né comme déjà l'autre. Je sais pas si pareil, tu vois, si on se remet dans le contexte de la demi, il y a que Steph qui joue. LeBron n'est pas vraiment lui-même, KD n'est pas non plus lui-même. S'ils doivent rejouer en se disant on les prend au sérieux,
Je pense que voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ils avaient mis une volée au Brésil juste avant, donc ils étaient peut-être un peu trop confiants. Et Steph, finalement, se réveille quasiment lors de ce match, quoi. Parce qu'en phase de poule, il est assez inexistant, hein, Steph Curry. Vous vous souvenez de Kevin Durant qui annonçait vouloir taper toutes les équipes de 40 points? Ouais. Bon, ça n'a pas été fait. Du coup, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais très bien. Le nivellement justement des places fortes maintenant du basket. Est-ce qu'on est plus sur quelque chose qui tend à être une compétition à armes égales, quand on voit l'Europe, quand on voit l'Amérique, les États-Unis plutôt. Je dis pas l'Afrique, mais l'Afrique monte, tu vois, le Sud, ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on n'est pas en train de réduire un petit peu les écarts entre... bien sûr, si. Et encore heureux, j'ai envie de te dire. Et heureusement qu'on arrive à rattraper cet écart au fil du temps. Si on parle de l'Afrique, il y a des choses qui ont été mises en place depuis un moment donné. Ça a commencé avec des simples camps, notamment que la NBA organisait, les BWB, pour arriver à des académies, qui a eu donc l'académie notamment mère au Sénégal, mais avec beaucoup de petits événements ponctuels en Afrique, jusqu'à cette création de la ligue, la BL. Alors, elle est encore en développement, elle est encore embryonnaire. Beaucoup de gens disent que c'est encore très hétérogène et que ça ressemble un peu à de la Pro B jusqu'à de la N2, selon les joueurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une plateforme mise en place maintenant pour identifier et détecter des talents en Afrique. Ces mecs-là, Kaman Malouak ou autres, ont la possibilité de partir aux États-Unis, à la fac, voire en NBA comme Ulrich Chomché. Donc ça se développe. Pour ce qui est de l'Europe, évidemment, ils ont compris le mécanisme des buyout depuis un moment donné. Donc on fait jouer les meilleurs talents très tôt en professionnel. Ouais. Parce qu'il y a aussi un intérêt financier de les faire drafter pour récupérer une buyout, donc une clause libératoire qui est payée par la NBA et plus potentiellement, parce qu'il y a un cap que la NBA peut payer. Tout ça pour dire que ça encourage quand même pas mal, de plus en plus, les clubs à faire jouer des gamins à fort potentiel pour essayer de les préparer et pourquoi pas gagner quelque chose en échange. Tout ça pour dire que le niveau il monte. Si on est habitué à jouer en pro depuis qu'on a 16, 17 ou 18 ans... Quelle région du monde a le plus de potentiel? C'est un peu ça mon truc, mon idée. Il y a une statistique, a priori, je sais pas, de l'INSEE ou l'INSEC, ou je sais pas comment on appelle ça, mais il y a une statistique qui dit que le bassin parisien, la région parisienne, avec le bassin, je crois, de Sao Paulo, et ce sont les deux zones qui produisent le plus de sportifs de haut niveau. L'Europe. Donc j'ai envie de dire l'Europe de l'Ouest. Okay. Et je reste convaincu que l'Afrique devrait, si c'était pas une question administrative purement, avec les problématiques de sortir pour les visas, les machins, être le plus gros vivier. Okay. Maintenant, ils sont rarement dans les recensements INSEE, donc j'en sais rien, mais tout ça pour vous dire que il y a des zones fortes avec des vrais viviers en dehors des USA, ça c'est sûr. Paul, Soudan du Sud, là, ils ont fait un truc. Déjà, ils ont failli taper Team USA en prépa. Ça s'était vraiment joué à rien. Ils les ont regardés les yeux dans les yeux. Personne n'y croyait, quoi, parce que tout le monde se focalise sur Wenyan Gabriel, mais il n'y a pas que lui. Et enfin, c'est vrai que leur progression est impressionnante. On les a déjà vus l'an dernier au Mondiaux. Hein, ils avaient surpris tout le monde, quoi. Donc on va voir si ça continue, si ça confirme par la suite. Mais c'est vrai que c'est une belle promesse. Lou Eldeng aussi qui tient un peu le programme et qui était tient complètement. Qui tient complètement, même d'ailleurs qui était dans le staff et tout. Donc on voit aussi que les anciens, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais on voit aussi que les anciens apportent toute leur expérience et aussi la volonté au pays, sur le continent, d'apporter des choses et de faire que ce soit tout de suite impactant, quoi. Tu sais que le Sud-Soudan, je crois que c'est le pays le plus jeune au monde. Et là, je sais même pas s'il a 20 ans d'ancienneté. La fédération, elle doit avoir 6 ou 7 ans. Mais on l'explique comment, cette performance, alors, du coup? On l'explique avec une volonté de faire les choses. On a un mec qui a joué en NBA, Lou Eldeng, qui est patriote, qui a l'amour de son pays, qui a évidemment, on va pas faire langue de bois, des moyens financiers, parce qu'il y va beaucoup en fonds propres, qui a repris la présidence de cette fédération et qui a décidé de l'amener dans le droit chemin, de faire les choses, quitte à mettre la main à la pâte et du coup la main à la poche pour le coup de ce truc-là, pour essayer de développer. Ils ont des profils physiques, on le sait tous. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est en général, c'est longiligne et super athlétique. Là-bas, je crois que le nanisme est établi autour d'1m98, 2 mètres. Donc c'est pour vous dire que ça fait un peu haut, effectivement. Ils ont et comme historiquement, si on veut recentrer le truc, ils sont
réfugiés politiques pour la plupart. Tous sont partis dans les pays anglo-saxons, que ce soit l'Angleterre, les USA, voire l'Australie. Donc déjà habitués à une culture anglo-saxonne de basket, la langue, la culture américaine, le style de jeu. L'habilité physique et tu fais quelque chose. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, et avec leurs aptitudes, comme tu le dis, ça donne quand même des versions... comment on appelle les Kevin Durant du pauvre, mais c'est quand même pas mal. C'est un vrai potentiel, quoi. Et puis ça donne surtout, je pense, au continent cette possibilité de se dire que c'est possible. Justement, ils l'ont fait en 4 ou 5 ans. Mais est-ce que juste la limite là-dessus, c'est pas les naturaliser finalement? On pense à Embiid, des joueurs africains qui après vont choisir une autre sélection. Alors à moins qu'ils soient du niveau d'Embiid, à savoir d'un MVP de la ligue. Je pense qu'ils n'auront pas tous les opportunités. En tout pas cas, aux États-Unis, mais pas pour les États-Unis ou même pour la France ou quoi. Ouais. Alors après, ils pourront peut-être aller devenir polonais ou ukrainiens peut-être, comme l'avait fait Pujiter à l'époque. Mais bon, je sais pas. Au final, est-ce que c'est plus logique d'aller jouer pour, sauf le respect que j'ai pour l'Ukraine ou la Pologne, pour eux, que le Cameroun plutôt, je suis pas sûr. Je pense que ça, à moins d'avoir l'opportunité d'aller pour la France, les USA ou le Canada, des vraiment très, très grosses nations du sport, ou l'Espagne, je pense que les mecs vont quand même, s'ils n'ont pas ces options-là, ils vont rester dans leur équipe nationale, à mon avis. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, comment a été vécu le passage d'Embiid aux États-Unis? Enfin, il a été accueilli en héros au Cameroun. On lui en veut pas finalement d'avoir choisi les États-Unis, j'ai l'impression. Écoute, tu sais, je suis métis camerounais, donc très très attaché à mes racines, et il y a un proverbe quand même qui dit que si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Donc le Cameroun a beaucoup tapé sur les doigts d'Embiid effectivement en amont, mais je pense que de voir le retour du héros avec sa médaille d'or, ça a mis un petit peu d'eau dans le vin du verre camerounais, j'ai envie de dire. Ou la bière, au choix. Restons un peu sur l'Afrique. Mauvaise nouvelle, on l'a apprise il y a quelques semaines déjà, le décès de Dikembe Mutombo. Quelqu'un que tu t'avais déjà rencontré, toi? Ouais, j'ai été amené à le rencontrer à quelques reprises, notamment sur les camps BWB en Afrique. Les gens d'NBA, les gens du basket africain, 4 fois meilleur défenseur de l'année en NBA. Puis surtout un homme d'une valeur immense qui dédiait beaucoup de son temps, de son énergie et aussi de ses propres fonds au développement de l'Afrique, du continent. Non, il était très impliqué, effectivement, ambassadeur itinérant de la NBA. Il a participé en hommage, lui et Hakeem Olajuwon, au premier match de la NBA en Afrique en 2015, auquel j'ai eu la chance d'assister. Et oui, effectivement, beaucoup de choses pour le Congo, qui est son pays d'origine, le RDC, et pour l'Afrique en général. Donc, c'est la perte d'un grand homme, pas que par la taille pour le coup, et d'un vrai précurseur, parce qu'il fait partie aussi de ces, je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas de ces premiers joueurs africains à avoir ouvert la porte pour la suite. Et toi qui connais bien les joueurs africains ou originaires d'Afrique, du continent, est-ce que cette nouvelle génération est en train un peu de reprendre un peu les pas de Dikembe, c'est-à-dire ok, je joue, je suis aussi performant, etc., mais je m'implique aussi sur le continent. Est-ce qu'il y en a qui... Écoute, il y en a... Est-ce qu'il a fait des petits coups? Alors, je pourrais pas te dire, je serais hypocrite de dire qu'à l'unanimité, ils le font tous, c'est pas vrai. Il y en a, après je rentrerai pas là-dedans, mais il y en a, je pense qu'ils pourraient faire et qui ne font pas. Maintenant, il y a quand même certains joueurs africains qui ont à cœur de give back, de rendre au continent, de rendre à leur pays, d'être impliqués dans le développement du basket africain. Mais c'est individuel, c'est propre à chacun aussi. C'est propre à chacun, on peut pas leur imposer. Mais ça aurait été bien que justement à l'unisson tout le monde y aille, et à l'instar d'un Lou Holding, puisse permettre à ce basket africain de se développer. Retour sur les JO pour terminer. 2028, quand on échoue quand même pas si loin après les tirs à 3 points de Steph, on se dit qu'en 2028, avec cette nouvelle génération, il y a peut-être moyen d'espérer, emmené par Wemby, Bilal Koulibaly, peut-être Nolan Traoré, Noah Sangué, etc. J'en oublie énormément. Noah Pénard, Ezaché, Salin, il y a du monde. Toutes ces générations-là. Est-ce qu'on a une capacité à se dire qu'on peut aller chercher l'or dans 4 ans, même si je sais que c'est encore loin? Quelle est la marge aussi de progression des Américains? Parce que Steph, LeBron, Curry, c'est 37, 38 et 39 et 36 même d'ailleurs pour Steph. On fait comment là? Est-ce qu'on y va en se disant que c'est pour nous revanchard? Ou alors il faut déjà se qualifier déjà dans un premier temps. Il faut se qualifier, c'est vrai. Voilà, ce qui n'est pas le plus évident. On va pas se qualifier, Paul?
Faut pas insulter l'avenir. On n'a pas le potentiel pour se qualifier. On a évidemment le potentiel. Comment vont évoluer là tous les jeunes qu'on a cités? C'est ça la question. Donc Nolan Traoré qui a annoncé top 3 de draft 2025. Enfin là, il y a beaucoup d'inconnus quand même. On a des certitudes. On sait qu'Wemby, s'il se blesse pas, ça va être énorme. C'est déjà énorme. Après, est-ce que le reste va suivre, quoi? Parce que là, comme on disait tout à l'heure, donc il y a déjà 2 monuments qui sont partis à la retraite, internationale en tout cas, de Kolo Batum. Comment on va gérer l'après? Comment Fred Fotoux va prendre possession de cette équipe? Qu'est-ce qu'il va en faire? Lui, il a dit qu'il voulait privilégier l'attaque. Donc, alors que Vincent Collet, c'était un ADN plus défensif. Okay. À voir, mais j'ai envie d'être confiant. Et puis là, tu vois, encore un numéro 1 de draft, l'an prochain encore un top 3. Enfin, le nombre de joueurs français draftés dans le top 10, là, ça commence à être incroyable. Après, il y a des exemples, des contre-exemples, si tu parles de la draft et du top 10, on sait que Kylian Hayes et Nikina, ça s'est moins bien passé. Il y en a un qui est de retour en Europe, il y en a un qui est blessé, qui va peut-être faire de la G-League. Voilà, donc c'est pas garanti effectivement c'est pas gage de succès, mais sur le potentiel et sur la manière dont on doit arriver à Los Angeles en 2028. Est-ce que, parce qu'on est les Français, on aime bien dire on est outsider, on fait pas de bruit, etc. Mais est-ce qu'on ne doit pas arriver avec beaucoup d'ambition? Il est là le problème, c'est que oui, je te rejoins sur le fait qu'il faut arriver confiant. De toute façon, quand tu vas faire une compétition ou un match ou un combat, si t'arrives pas vainqueur, dans ta tête déjà t'as perdu 50%, si c'est pas 90%. Maintenant, est-ce qu'on sait faire ça? Je sais pas. Est-ce qu'on sait arriver confiant, gonfler à bloc et derrière être performant? Tu vois le truc? Ouais, je comprends. On n'a pas l'habitude déjà. À l'américaine, quoi. Comme on dit, j'avais vu un truc, je sais plus, un mème Instagram ou je sais plus quoi, qui disait avec une photo de Floyd Mayweather quand il était à 50-0, il disait it's not bragging if you can back it up. Tu vois, donc en gros, c'est pas à se la raconter si tu peux prouver, quoi. Mais est-ce que nous, on sait prouver? Est-ce qu'on sait se la raconter en prouvant? La seule fois on l'a fait, c'était il y a pas longtemps, 2023, je crois. Il y a une campagne de la Fédé où ça parle d'or ou rien, quelque chose comme ça. On sait ce qui s'est passé aux Philippines. On a été pas très beau à voir jouer, ni bon. Mais après, comme dans le football, hein, quand ils avaient annoncé la 2e étoile au départ, suite à la première, ça a mis du temps, quoi. Après, on est peut-être dans ce changement de paradigme aussi, avec cette nouvelle génération qui a presque peur de rien, un peu à la Tony Parker. Quand on regarde Nolan Traoré, on a l'impression de voir Tony dans cette même insolence, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que on n'est pas sur un nouveau paradigme et qui va nous permettre d'avoir plus confiance quand on va aborder les matchs, sachant que en 2028, je suis pas sûr que LeBron soit en face de toi, Steph et Kevin Durant. De toute façon, je reviens sur pour moi, c'est corrélé. Le plus on va sortir de joueurs de haut niveau en Euroleague et en NBA, le plus ils vont être confrontés à jouer face à des stars mondiales, européennes ou sur le territoire américain, le plus nos équipes nationales vont être décomplexées et prêts à. Okay. Après, il y a cette partie comme je dis, une défaite de 1 point ou une défaite de 50 points, ça reste une défaite. Donc, on peut me dire qu'on passe proche à chaque fois. Tant qu'on n'arrive pas à gagner... faut le dire à ceux qui nous regardent, on a eu des discussions sur le niveau justement un peu animé. Des équipes, notamment USA, où certains pensent que ça va pas être compétitif en 2028, mais il y a tel réservoir qu'ils vont forcément avoir une team, non? Moi, j'ai du mal à croire que les Américains, d'abord d'un point de vue purement numérique, ils sont 370 millions. On est 65 ou 70 millions. Ils sont beaucoup plus basket que nous le sommes. La France est beaucoup plus football. Donc, du coup, ça resserre encore l'étau sur la quantité de basketteurs. Donc, maintenant, pour sortir ces mecs-là, on va devoir toujours être à bloc à 100%. Quand on joue face à ces mecs-là, qu'on puisse les battre. Bien sûr, on l'a fait en poule en 2021 à Tokyo. Donc, c'est faisable. Non, mais quand on dit battre, c'est la plus grande stage, c'est-à-dire finale des jeux, quoi. C'est là où il va falloir être à bloc et être techniquement fort. Parce que si tactiquement, on fait le poids... Et dans le défi physique, on fait le poids. Souvent, ce qui fait la différence, c'est individuellement la technique individuelle que les mecs ils ont, capable de changer la donne. Les lancers, toujours les lancers. On l'a encore vu en finale. Vous pensez que ça se joue vraiment? Non, pas que. À l'adresse à 3 points aussi. Hein. Eux, ils sont à 50%, nous on est à 30%. Hein. Donc. Mais est-ce que ça fait une fois de plus pas partie de ce qu'on appelle la technique individuelle? Non, bien sûr. C'est pas juste savoir dribbler ou être athlète. Il y a des mecs comme Steph Curry. Alors on a Nicolas Lang. Qui est en train de... Non, mais par contre, je parle un très bon podcast. Non, mais je vois bien, mais... Qui va exploser pour le coup le record de Mikou. Mais du coup, Steph Curry, la façon dont il shoot,
c'est pas la façon dont Nicolas Lang shoot. Et du coup, Nicolas Lang, c'est le meilleur shooter français. Pas sûr que ce soit que technique, les gars. Moi, je pense qu'il y a cette habitude du très haut niveau et de performer à ce stage-là. Et je pense que Steph, LeBron, KD et d'autres ont cette habitude. Là où je pense que nos joueurs européens côtoient jamais. Alors, rarement, même s'il est le sort, toutes les squads, la squad de Real Madrid, là, qui fait souvent Final Four en Euroleague, ok. Peut-être que Monaco, de temps en temps, etc., avec les Strazel, les Liokobo. Mais on manque peut-être de références à ce niveau pour qu'il n'y ait pas la balle perdue à la dernière minute d'une finale, qu'il n'y ait pas le lancer franc raté à la 15e minute, à la 15e seconde de la finale, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'on est on manque d'expérience, quoi. On est trop dans le cadrage et dans le conformisme. Je vais le dire, je vais envoyer une bombe, mais je pense que tant qu'on laissera pas la place en équipe de France à des mecs comme Nadir Rifi, Sylvain Francisco, Thomas Hurtel, ces genres de mecs capables excuse-moi, je suis un peu cru des fois dans mes propos, mais d'aller poser ce qu'il faut sur la table, et qu'on veut trop faire dans le cadrage, bons élèves, académiques, yes sir, no sir. Les Américains, ce que j'aimerais dire souvent, c'est qu'ils vont prendre tous leurs meilleurs joueurs. Ils cherchent pas à comprendre. Et ils vont les coacher comme ils peuvent. Mais en tout cas, ils disent pas, ah non, j'ai LeBron, j'ai KD, j'ai Steph, donc je prends pas Booker ou je prends pas Ant, parce que non. Nous, on a trop tendance à faire ça. Ouais, mais l'équilibre du vestiaire, il faut que... Bah non, je suis désolé, ça s'est sur les lignes arrière, ça s'est ressenti. Fred Photo, justement, nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Est-ce que, on le sait, lui, meneur un peu à l'ancienne, il a joué des belles époques de Pau, là. Avoir un Nadir Rifi sur le poste 1, tu penses que c'est un joueur qui... C'est pas inenvisageable. Là, déjà, pour les prochains matchs, la fenêtre de novembre, les matchs contre Chypre, il a appelé Nohan Traoré et aussi Essangé. Ouais. On rappelle que les joueurs d'Euroleague ne sont pas conviés puisque les fenêtres coïncident pas, ils sont pas disponibles vu qu'il y a des matchs. C'est déjà, je trouve, un bon signal d'appeler deux joueurs de 17-18 ans. Ça veut dire quand même qu'il veut se baser sur... et il a pris Noah Penda et Mohamed Diawara en partenaire d'entraînement, qui sont de cette même génération. C'est que partenaire d'entraînement, mais ça peut être aussi un autre moyen de les voir de plus près et de les mettre dans le groupe élargi de toute façon. Donc il a l'air d'avoir cette volonté-là de faire confiance à des jeunes. On va voir si ça se mais une fois plus, par la suite, quoi. Des jeunes avec quel rôle qui sont disruptifs, qui sortent des sentiers battus, ou des jeunes qui sont yes sir, no sir. C'est toujours la même chose. J'ai l'impression que c'est l'option numéro 2 là. J'espère. Pour ceux qu'il a appelés en tout cas. J'espère. Après, quand il va y avoir la squad des gars NBA qui vont venir, comment ça gère, tu vois, parce qu'il n'a pas vraiment contact avec cette génération. Bon, Wemby l'a coaché un peu, je crois, quand il était à Lasvel. Il était assistant de TJ. Mais voilà, après, il faut faire fitter cette génération de NBA'ers. J'espère qu'il va leur donner la confiance à ces mecs-là, en tout cas. Qui va leur permettre de jouer. Quand je vois Nadir Rifi, excuse-moi, je reviens sur lui, mais quand je le vois jouer avec le Paris Basket et tenter ce qu'il fait, c'est refreshing, comme on dit en anglais. Ça me fait kiffer, moi, de voir cette partie de basket européen où il y a quand même du cadre. Ça joue beaucoup sur demi-terrain avec mais un mec qui a des qualités et qu'on peut exploiter, on les exploite et on voit après. Continuons cette discussion qui nous amène à parler un peu de la formation aussi, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui éclosent de plus en plus jeunes, d'ailleurs, au plus haut niveau. On a parlé de Nolan Traoré, il y a toute cette génération de draftés, là. Rizaché qui fait quand même numéro 1 et qui est du côté d'Atlanta, qui a pas démarré ses premiers matchs avec... Premier numéro 1 de draft, ça n'a pas démarré depuis? Je ne sais pas. Tu me l'as dit tout à l'heure, j'ai oublié. Le piège, je sais pas non plus. Markelle Fultz en 2017. Alors c'est pas forcément un bon signe, mais bon. Parce que si ça suit la... Il était blessé, Fultz, non? Si ça suit la trajectoire de Markelle Fultz, c'est d'entrée. Donc il est... ok. On en est où de la formation? Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, François. Il y a la masse de talents. Et il y a aussi ceux qui arrivent à faire carrière. Donc on peut aussi distinguer tout ça. Et puis il y a aussi toute cette représentativité. Les chiffres sont sortis d'ailleurs. Il y a plus de 700 000 personnes qui jouent au basket en France, licenciées en tout cas. Donc dans les clubs, c'est rempli, les gamins jouent. Et certains arrivent quand même à des niveaux intermédiaires. J'ai pas de nom à vous citer, mais voilà, il y a quand même des gamins qui arrivent quand même à exister. On en est où? Est-ce qu'on forme bien? Et est-ce que le fait de porter à chaque fois des joueurs au plus haut niveau, que ce soit en Europe ou en NBA, justifie le fait de dire que la France est peut-être le deuxième pays du basket au monde?
C'est assez ou pas? Et si oui, quel argument? Comment dire ça le plus proprement possible? je sais que je lance. Écoute, une petite pique. je vais essayer d'être le plus concis. Moi, je veux que ce soit toi-même surtout. Non, je suis moi-même. Alors, ceux qui me connaissent le savent. Mais je vais essayer d'être le plus précis et objectif possible. Je vais essayer de laisser le cœur ou le personnel dans ma réponse. Je pense que déjà, on est un pays malheureusement pas suffisamment bien structuré. Et là, je vais sortir un peu du cadre sportif, mais du pays, parce que on fonctionne en association sportive pour la plupart du temps. On a des galères de créneaux. On partage des gymnases municipaux avec des multitudes de sports sur des horaires extrascolaires. L'école, ça va de 8h à 18h. Alors, moi, ma question, c'est pas est-ce qu'on peut faire plus avec ce qu'on a? C'est est-ce que avec ce qu'on a, on n'est déjà pas à un top level de formation de joueurs? Bah oui, mais j'étais obligé de commencer avec ça. J'étais obligé de commencer avec ça Non, pour aller dans mon truc. Je comprends ta question. Si les créneaux sont pleins, qu'on n'a pas assez d'infrastructures, on devrait avoir des difficultés à sortir et on sort des mecs. Mais on sort des mecs. Évidemment, on sort des mecs. On est une ligue, comme je l'ai dit tout à l'heure, la région parisienne, mais la France, mais en général, mais a priori le bassin parisien est un vivier de talents de sport de haut niveau. Donc, quand on a des joueurs qui sont athlétiquement et physiquement hors normes, forcément, c'est déjà un plus, un avantage dès le départ. D'accord ? Maintenant, quand on est un pays comme la France et qu'on a un club professionnel, des ligues professionnelles, et des structurations qui permettent d'établir qu'a priori le championnat de France, la Betclic, serait la 3e ligue du monde. Je crois qu'ils parlent donc de NBA, d'Euroleague, la Liga ACB, et je crois qu'ils mettent la France derrière. A priori. Okay. Donc c'est qu'on est quand même suffisamment structuré pour avoir un championnat professionnel de qualité. Et que maintenant, on arrive à comprendre, après 40 ans, ou 45, que en poussant des jeunes, on peut en tirer quelque chose d'un point de vue financier. Forcément, ça va dans le sens de sortir des joueurs. Okay. Maintenant, est-ce qu'on les forme, ces joueurs-là? Je sais pas. On les sort, oui, parce qu'on les a. On a du talent partout. Tu penses que c'est une opportunité économique plus qu'une volonté de développer structurellement, techniquement nos athlètes? Moi, je pense que les pays comme les Espagnols... On a compris qu'on allait pouvoir capitaliser dessus, quoi. Les pays des Balkans et tout ça, ils forment les joueurs. Si tu parles de formation, moi, je te dis, ces mecs-là forment les joueurs. Je ne sais pas si nous, on forme nos joueurs. On a du talent et on va en avoir pendant encore un bon moment. Et on va sortir peut-être pas des numéros 1, mais des top 5 de draft pendant encore de bonnes années. Maintenant, est-ce qu'on forme nos joueurs? Je sais pas. Je suis pas convaincu, moi. Paul est convaincu ou pas? Non, mais je suis un peu sur la même ligne que François. Après, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont formés, mais à qui on donne pas leur chance. Finalement, en Betclic, on va préférer un Américain, un JFL ou que sais-je. Et les jeunes n'ont pas forcément, même si c'est de moins en moins vrai, on a quand même toujours une réticence à lancer des jeunes en France, je trouve. Parce que la formation se valide par le fait que tu montres sur le terrain dès tes premières saisons que t'es capable, non? Mais parce qu'une fois de plus, pour aller dans ton propos, parce qu'une fois de plus, notre système sportif fait que tu montes, tu descends. Le coach qui vient de signer, qui a peut-être pas le confort absolu et qui sait que si jamais il descend, il se fait sauter, est-ce qu'il va prendre le risque de former un jeune en lui permettant de faire des erreurs sur un terrain parce qu'il est peut-être pas encore prêt, ou est-ce qu'il va se baser sur l'américain ou le vétéran qui va peut-être lui permettre de mettre du pain sur la table de sa famille? Contre-exemple, Wemby à Lasvel et du côté de Boulogne-le-Valois, Rizaché du côté de Bourg et Nolan Traoré à Saint-Quentin. Responsabilisé, du temps de jeu. Ouais. Donc ça valide le process et toute l'acquisition de formation. Alors, Est-ce que c'est pas des exemples qui peuvent ouvrir la porte à d'autres pour faire pareil et mettre leur jeu bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les premiers joueurs à rentrer en NBA. Oui, et j'espère que ça va ouvrir pour de bons l'exemple et les vannes des clubs français. Mais je veux dire, c'est pas pour connaître les histoires dans un peu notre ADN, quoi. Jusqu'ici, ça n'a pas été. On pense au court terme avant tout, finalement, quoi. Gagner le prochain match et tu penses pas développer Jusqu'ici, ça n'a pas été. Wemby, de toute façon, le mec qui le fait pas jouer, c'est un débile fini. Donc, ma mère aurait fait jouer Wemby. 2m25, qui court comme un mec d'1m80, qui dribble comme Kyrie Irving, qui a de shooter. La solution, elle est culturelle, c'est-à-dire qu'il faut faire changer les mentalités des coachs et tout. Je pense alors que c'est et des présidents. Au-delà des coachs, les présidents, parce que des fois les coachs, ils ont même pas le moyen
d'appliquer ce qu'ils veulent faire parce qu'au-dessus, on leur dit tu vas faire ça, ça ou ça. Okay. Les GM, les présidents de club, ça va dépendre, c'est du cas par cas. Mais effectivement, Rizaché, c'est encore une autre situation parce que Bourg, on a bien vu cette année, ils sont pas repartis sur un projet jeune. Non. Ils l'ont fait une fois, c'était ponctuel. Nolan, c'est bien à Saint-Quentin. Pour le coup, ils sont a priori en train de faire ce truc-là. Okay. Mais je veux dire, historiquement, on a pu avoir des Cholet qui ont souvent fait jouer des jeunes. Mais c'était pas un truc comme tous les clubs de France faisaient ça. Toi, de par ta fonction d'agent, tu es en relation avec beaucoup de jeunes joueurs ou même d'anciens. Les Français, justement, vis-à-vis de leur peu d'opportunités qu'ils peuvent avoir à fouler le terrain quand ils sont jeunes, qu'est-ce qu'ils t'en disent, les joueurs ? Ils t'en parlent de ça ou pas ? Il y a beaucoup de frustration, souvent, de la part des jeunes joueurs. Parce qu'il y a plein de jeunes joueurs, comme je dis, je leur dis, on parlait de Bilal Koulibaly en off. Un Bilal Koulibaly, s'il n'est pas aux côtés d'un Wembanyama à l'instant T où NBA est au Mets, on rachète les droits, la NBA rachète les droits à la NBA pour diffuser et on vient voir ce mec Wembanyama tous les jours. Ouais, ça fait beaucoup de en même temps, Hugo Besson se blesse, Armel Traoré se blesse, Tremont Waters se fait virer et je crois qu'il y a 2 ou 3 Ricains qui sont malades ou blessés au moment où on lance parce qu'il y a un déficit de joueurs. Attention, il rentre, il joue bien. Il joue super bien, il fait son taf. Il y a 2 choses dans ce que tu dis. S'il n'y a pas toutes ces circonstances, jamais il voit le terrain déjà. Je suis pas convaincu qu'il le coach non, je suis pas dans leur vestiaire, hein, ouais. mais je pense qu'il ne le lance pas. Okay. Et je continue de penser que des Bilal Koulibaly, il y en a, je vais pas dire de nombre parce que j'en sais rien, mais il y en a des tonnes en France qui, leur delta, il va de la NBA comme Bilal à la N2. Il y a plein de mecs en N2 qui je pense, auraient pu avoir une autre trajectoire et qui finissent à aller un peu en Pro B, puis ils descendent en N1 parce que. Mais qui, sur un profil purement physique, athlétique et, en tout cas, de départ, c'était des clones de Bilal Koulibaly. Je mets ma main à couper. Parce que j'en vois plein. Après, tout le monde n'a pas l'opportunité. On dit qu'il y a un facteur chance dans le sport, c'est factuel. Mais voilà. Après, tu parles d'opportunité. La Ligue, là, on a créé une. Il y a une nouvelle plateforme là, qui va réunir les meilleurs prospects espoirs, je crois, et les meilleurs joueurs qui jouent en pro, jeunes joueurs qui jouent en pro dans un match de gala. Je crois que c'est autour du match NBA en janvier. Ouais. Exactement, 21, quelque chose. Le Youth Star Game ou Young Star Game. Young Star Game, exactement. J'avais pas le terme. Est-ce que ça prouve pas aussi qu'on est en train d'essayer de faire évoluer les choses en exposant nos jeunes et derrière en montrant aussi qu'on est capable de former à travers cet événement et d'autres événements dans l'année peut-être, hein? Alors, je sais pas si de les faire jouer les formes, mais oui, ça, par contre, ça les expose. Et c'est très bien. Et pour le coup, ça, c'est une superbe initiative. Et de toute façon, je pense que quand on va devenir, enfin, il faut que le basket devienne un peu plus business. Jusqu'ici, ça ne l'a jamais réellement été, jusqu'à, j'ai envie de dire, Wembanyama. Je pense que c'est vraiment lui qui est devenu, qui a rendu le basket français très business avec, je vous dis, le rachat des droits pour diffuser, machin et tout. Donc maintenant, il faut essayer de capitaliser là-dessus. Et une fois de plus, trouver en tout cas le juste milieu pour donner la chance à des gamins sans nécessairement mettre les clubs en géopardie. Mais il y a un juste milieu à trouver. Je veux dire, dans le football, ils arrivent quand même à le faire. C'est-à-dire dans le football, ils arrivent à sortir des Zahir Emery, Mbappé à l'époque, ou autres Barcola ou quoi, qui sont des jeunes joueurs, tout en sachant qu'il y a encore des montées-descentes, des enjeux financiers, des enjeux économiques. Mais au basket, c'est encore très timide jusqu'ici. On y arrive de plus en plus et je souhaite que ça s'élargisse à toute la bête. Moi, je vais peut-être un peu loin, mais peut-être que l'économie du basket est un peu plus fragile et que pour le coup, tu peux moins jouer avec tes atouts et essayer de garantir ton exposition au plus haut niveau pour que structurellement, subventions, sponsors restent. Enfin, il y a vraiment cette logique de fragilité de la structure qui permet pas de prendre autant de risques qu'au foot, quoi. Rien que de voir pour les diffuseurs télé, hein. Enfin, ça a été tellement un sketch ces dernières années. Enfin, il y a aucune comparaison possible avec le foot en termes de puissance médiatique du championnat de France, quoi. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'on va pas justement se rapprocher du foot où le championnat de France va devenir un centre de formation des meilleurs jeunes qui après vont aller dans les plus grands clubs européens, aux États-Unis? Moi, si j'étais président ou propriétaire de club, c'est ce que je chercherais à faire personnellement. Donc, moi, je chercherais à avoir un max de gamins que je sors et que je prends, je fais drafter ou que j'envoie ailleurs et sur lesquels je prends de. Donc, ta ligue est une ligue de transfert, quoi. C'est une plateforme qui. Je répète, si j'étais propriétaire de club, c'est ce que je ferais. Ok. Moi, je dis pas que la Betclic doit devenir ça, mais si j'étais propriétaire, je m'arrangerais à faire un club où je vais récupérer des jeunes prospects et que je m'assure de faire drafter ou de faire envoyer dans les grosses écuries Euroleague européenne.
Un petit appel aux clubs qui ont cette volonté de lancer ce type de projet. François peut aider. On conclut ce podcast juste sur une question qui amène toujours à parler de la formation de la Ligue, etc. Est-ce que la France, les baskets français sont peut-être la deuxième nation, quand on parle de niveau peut-être, du monde maintenant? C'est des mots forts là, Sylvain. Ouais. Nation, je prends la Ligue, je prends les prospects, je prends ceux qui sont déjà accomplis, qui sont en train de faire des choses en NBA, versus le reste du monde, quoi. Après, juste sur la NBA, on dit souvent on a 14 joueurs NBA, mais combien ont un vrai rôle, un rôle majeur? Enfin, l'an dernier, il y en avait très peu. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Ça se compte quand même sur les doigts d'une main, sur les 14, ceux qui vont jouer déjà plus de 20-25 minutes par match. Hein. Ouais, et puis quel match ils vont jouer? Oui. Voilà. Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. Bon, la saison régulière n'est pas là pour défoncer l'NBA, mais every game's matter. Quand on parle d'Euroleague, c'est pas toujours le cas en NBA. Donc, il faut être dans des situations où tu joues des choses importantes, et c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Donc, c'est difficile de niveler. Mais t'as pas répondu à ma question quand même. Si, plus ou moins. Donc, oui, non, oui. Oui, bah, là, on va repartir sur les résultats. Ouais. Donc, Jeux Olympiques, deuxième nation au monde. Non, c'est pas aussi simple que ça, mais on n'en est pas loin. Si on ne l'est pas, on n'en est pas loin, en tout cas. En termes de potentiel. Moi, je vais dire oui, Je vais dire oui parce que, il y a 10-15 ans, participer à des compétitions internationales, voire 15 ans, on va dire, c'était quelque chose de compliqué. Maintenant, on s'y installe. Et on a pour objectif de faire podium, voire plus, avec cette masse de joueurs qui arrivent et qui se dit qu'ils peuvent aussi être Tony Parker demain. Je prends Nolan Traoré, il l'a pas dit, mais ça ressemble à ça dans ses intentions de jeu. Donc je pense que sur une cartographie, là, tout de suite, là, octobre 2024, on s'installe parmi les meilleures nations en termes de représentativité, les jeunes qui jouent derrière, le haut niveau, la star qui est planétaire. Et une ligue qui semble être structurée, même si effectivement les droits télé c'était un peu chaud. Mais on peut essayer de dire qu'on est structuré, ouais, pour être parmi le top 3. Ouais. Je vais pas relancer François. Non, mais si, non, pour le coup, je partage ta vie. Il y a beaucoup de paramètres qu'on pourrait mettre pour complexifier un peu le truc, mais oui, de manière grossièrement dit, je pense que je suis assez d'accord avec ça, ouais. Si. Ok. Bon, on va conclure ce premier podcast saison 2024-2025 ensemble. On espère que ça vous aura plu. En plus, on a encore un petit peu de temps. On me dit qu'on a un petit peu de temps. On va en discuter. Qu'est-ce qu'on peut... Ah, si, il y a un thème qu'on n'a pas évoqué ensemble. Ça va revenir un peu sur Team USA et NBA surtout. C'est Noah Lyles. Qui avait déjà dit ça un peu l'année dernière et qui l'a ressorti bien sûr à l'occasion des JO, la plus grande plateforme mondiale à Paris, en expliquant que quand on était champion NBA, on n'était pas ou plus champion du monde. Ça avait fait un peu réagir Devin Booker. Je sais que Kevin Durant aussi avait bâché tout ça. Il y a Erling Ntaman, je crois, le coach de Panathinaikos, excusez-moi, la prononciation c'est peut-être pas la bonne, qui était revenu aussi sur le fait que pourquoi pas un jour avoir une opposition Celtic champion NBA et puis Panathinaikos qui prend l'Euroleague pour essayer de voir un peu où on en est, et tant qu'on les aura pas vus l'un contre l'autre, on peut pas imaginer qui est devant. Est-ce qu'aujourd'hui on est là-dedans, ou est-ce que c'est encore deux salles, deux ambiances, et que la NBA sur 1 ou sur 7 matchs tape le Panathinaikos tous les jours? Je sais même pas si c'est ce qu'ils voulaient dire. En fait, eux, ils sont vraiment focus sur, c'est encore une fois un problème de sémantique. Hein. Okay. C'est un peu notre fil conducteur chez Hype. Ouais. Parce qu'ils disent champion du monde, mais pour eux, champion du monde, c'est les meilleurs du monde. Alors que pour nous, champion du monde, c'est quelqu'un qui fait un championnat du monde, donc avec des équipes nationales, étrangères. Et enfin, quand on voit les réponses de Durant, de Booker, eux, c'est plutôt le côté on est les meilleurs du monde. Donc on a les meilleurs joueurs du monde en NBA, donc les champions NBA sont les meilleurs du monde. C'est ça leur raisonnement finalement. Donc à chaque fois, c'est une incompréhension, je trouve, même avec Noah Lyles, quoi. Donc, c'est deux manières de voir les choses, quoi. Ouais, mais moi, je pense aussi, que c'est très sémantique, parce que s'ils venaient à me dire que c'est pas ça, et qu'ils pensent que parce qu'ils sont champions NBA, ils sont champions du monde, là, avec tout le respect que je leur porte, je serais le premier à les insulter. Mais les Américains, eux, quand ils sont champions NBA, se pensent pas champions NBA. C'est écrit World Champion. Juste eux, déjà. Même sur leur bannière. En MLS, ils le font pas, par contre, ça. Ils ont quand même, mais je pense que c'est historique et culturel. À l'époque. Donc, il y a plus que de la sémantique pour les États-Unis. MLB, NHL, NBA. C'est culturel, ou de l'inculture, pour le coup. Parce qu'aujourd'hui, 2024, est-ce que c'est encore vrai?
C'est ça la question. Non, et bien évidemment que non. Ok. Non, moi je pense pas. Je pense que t'es champion NBA, t'es pas champion du monde. Et s'ils veulent dire que si on est champion du monde parce qu'on battrait toutes les équipes, je demande à voir. Ok. Je demande à voir. Le nivellement fait qu'aujourd'hui, Ouais. c'est plus aussi le fossé est plus aussi grand. Quoi. Et puis la géographie, c'est pas toujours leur fort à certains Américains. Beaucoup pensent que l'Afrique est un pays, par exemple. Ouais. Tu vois, Ou une île. ça c'est Une vrai. île, on Ou va une dire île. une île, Enfin, ouais. tu vois. Ouais. Donc bon. Ouais, le respect pour. À chaque fois, ils disent continent. overseas, tu vois. Quand c'est à Ouais. l'étranger, c'est overseas. Tu vois, c'est derrière la mer, c'est loin de C'est ça. chez nous. C'est Charles tu vois, Barkley c'est qui avait parlé de Ouais. l'Angola, la version Dream Team 92. Je crois que c'est le premier match de la Dream Team au jeu. Ouais, quand ils prenaient jouaient des contre photos l'Angola. avec eux. Et il dit, moi, je sais pas où est l'Angola. Quoi. Ouais. Après, c'est en 92, c'est pas pour le défendre, mais bon, Charles Barkley, je pense que c'est pas non plus le plus érudit, j'ai envie de dire, de nos confrères américains, même si je l'ai adoré en tant que joueur. Bon, maintenant, il y a un peu plus de moyens, d'informations pour savoir où Pour se situe savoir, si tu veux l'Angola. savoir, vraiment, tu peux chercher, Mais, tu peux trouver. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, non. Pour répondre à ta question, non. Champion NBA n'est pas champion du monde. Champion NBA n'est pas champion du monde, Non, Paul définitivement pas. Ah, moi, carrément pas, moi, je pense Ouais. pas. Après, bon. Bon, on est d'accord là-dessus. On va un autre débat, on va clôturer là-dessus. On va se remercier, les gars. Merci pour Merci à ta vous. présence, Merci à vous. Merci François. François. Ben, merci, Tu reviens quand tu veux, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci pour tout. Merci d'avoir suivi ce épisode numéro 1 de Hype. On espère que ça vous aura plu. Le décor, les contenus, on va essayer d'être là très régulièrement pour parler de sujets Hype ensemble. Paul, on se revoit bientôt. Très vite, ouais. Yes. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.